Donc je vous rappelle que le dernier scandale, en tout cas qui nous fait réagir, remonte à 2001, que la Grèce rentre à l'époque de justesse, si je puis dire, dans la zone euro, comme on passe en 6e. Les déficits sont là pour normaliser les choses, eh bien l'État grec fait appel à Goldman Sachs. La banque d'affaires fonctionne comme un bon médecin qui transforme le bon cholestérol en mauvais et réciproquement. En tout cas, la dette en liquidité, c'est en fait du rachat de dette avec accès aux liquidités, exactement comme nous pouvons, à titre individuel, nous-mêmes, faire du rachat de crédit. Retour donc sur ces mécanismes qui paraissent quand même ahurissants, qui faisaient croire que la Grèce assainissait ses comptes, alors qu'en fait, elle hypothéquait effectivement son avenir. Elisa Coudray, Stéphane Morel. C'est un des géants de la finance mondiale. Goldman Sachs, la banque d'affaires la plus puissante de Wall Street, plus de 13 milliards de dollars de bénéfices en 2009. Sorte de super prédateur qui, après avoir dévoré certains de ses concurrents, s'attaque aux États. Première victime, la Grèce. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes d'aéroport ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. La difficulté, c'est que si en même temps que cela, vous ne faites pas les efforts nécessaires pour réduire votre dépense publique et réduire effectivement votre déficit public, c'est que finalement une fuite en avant. Et tôt ou tard, la dette va apparaître dans les comptes. Donc c'est en cela que c'est dangereux et que ça apparaît évidemment aujourd'hui parce que comme il n'y a pas de croissance économique, comme il y a une récession très forte, les déficits évidemment se creusent. Il y a quelques mois, Goldman Sachs aurait proposé à la Grèce de refaire le coup. Le pays a refusé. Sa situation financière l'inquiète déjà beaucoup. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. En achetant massivement ce type de produit, Goldman Sachs a parié en quelque sorte sur la faillite du pays. En tout cas, Goldman Sachs, en achetant des CDS, en se couvrant contre un risque qui était à l'époque considéré comme plus faible, a anticipé le fait que le marché allait se faire peur finalement dans le futur sur la dette grecque. Et c'est vrai que si on achète en juillet un CDS à 100 points de base, donc à 1%, et qu'on le revendait aujourd'hui, le prix de mon assurance a quasiment plus que triplé. Et donc j'ai triplé mon investissement de couverture et donc j'ai fait une assez forte plus-value. Goldman Sachs, ou l'art de gagner à tous les coups. Comme banque conseil, elle pousse au crime. Comme banque de marché, elle en profite. Ce genre de banque gagne beaucoup d'argent quand les marchés sont instables. Plus les marchés évoluent à la hausse ou à la baisse de manière violente, plus ils peuvent prendre des paris extrêmement forts, et notamment en s'endettant, donc en n'étant pas obligés de dépenser leur propre argent. Non seulement ils jouent avec leur propre argent, mais en plus avec l'argent des autres. Et plus le marché est instable, plus les paris rapportent cher. La crise est toujours une opportunité incroyable pour les fonds spéculatifs, pour les grandes banques d'affaires. C'est dans ces moments-là qu'elles gagnent le plus d'argent. D'autant que depuis la crise financière, les banques ont un sentiment d'impunité. On a créé des mastodontes financiers puisqu'on a aidé un certain nombre de banques, pas toutes, une a fait faillite de façon retentissante, et on a laissé les derniers acteurs sur la piste fusionner, se marier et donc créer des très grosses institutions qui vont avoir un pouvoir de marché impressionnant sur tous les marchés financiers. Donc nous avons des gouvernements qui ne se coordonnent pas face à des acteurs de moins en moins nombreux qui dès lors sont bien mieux coordonnés qu'ils ne l'étaient par le passé.
Et donc les banques comme Goldman Sachs, comme la Deutsche Bank, comme les banques espagnoles sont des acteurs désormais incontournables qui, de toute évidence, savent pertinemment qu'ils seront aidés si jamais ils commettent un impair parce qu'ils sont bien trop grands pour faire faillite. Quelque part, ils mordent la main qui les a nourris pendant la crise. Ils ont définitivement mordu la main bien gentille qui les avait aidés il y a 1 an et demi, à 2 ans. Des méthodes cyniques, mais lucratives. En 2009, aux États-Unis, les salariés du secteur financier auront empoché près de 145 milliards de dollars de rémunération. Alors, un téléspectateur nous dit « Nous vivons le plus grand hold-up jamais commis, avec en plus la caution des États, et nos finances sont kidnappées par les banquiers. » Est-ce qu'il y a un fond de réalité là-dedans? Anne Dessine. Et est-ce que vous comprenez que ça choque, même quand on essaie d'être pragmatique? Oui, c'est choquant, mais ce qui me frappe aussi, je rentre juste des États-Unis, c'est le décalage. Là, le reportage fait état de prédateurs, enfin des mots très très chargés. Bon, il y a 8 jours, on ne parlait absolument pas de la Grèce. C'est clair. Le premier article, c'était le New York Times, le 14. Et lorsqu'on parle des banques, parce qu'il y a un grand sentiment, il y a une montée du populisme, un grand sentiment anti-banque, mais c'est plutôt les banques qu'on a dû sauver, c'est-à-dire que c'est du anti-big business, grande banque, et big government. Les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est un populisme de droite et de gauche. Et ce qui faisait la une aux États-Unis, c'était la tempête de neige à Washington, mais c'était aussi le premier congrès Tea Party, ce mouvement qui est parti de la base, qui est justement contre la mainmise du gouvernement, qui trouve qu'Obama en fait trop, il y a aussi des petites touches de racisme, et qui sont contre les banques. Et ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'en fait, il y a une consanguinité qui est curieuse. En Europe, on a du mal à se dire qu'un parti démocrate, mais Wall Street a un accès total à la présidence, à la limite plus important qu'il n'était sous Clinton et sous Bush. Sous Bush, c'était un accès peut-être de l'industrie, de la défense, les Blackwater, Halliburton, etc., qui avaient accès à la présidence. Maintenant, il y a une sorte de noyautage. Wall Street a accès à la présidence et tout l'équipe d'Obama, bon, il a changé depuis décembre. Juste une chose, ça me semble pas, ou alors si c'est pour le coup populiste, il faut prendre du temps pour l'expliquer, mais se poser le genre de questions qu'on se pose. Après, on doit rappeler qu'une banque d'affaires est une banque d'affaires. J'ai commencé l'émission en disant ça. Voilà. Mais là, en gros, je prends le cas de Goldman Sachs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont aidé à maquiller une dette, même si l'État est responsable, apparemment couvert par les autres pays européens qui font semblant de ne pas voir. Ils démarchent pour le même genre de tripatouillage 10 ans après. Entre-temps, ils font des produits d'assurance sur lesquels ils touchent, et après ils contribuent à attaquer l'euro. Je suis désolé, au moment où on vient d'expliquer aux Français qu'on avait soutenu les banques, et heureusement qu'on l'a fait, où il y a du chômage, où on sait qu'on est dans une crise, et où tous les jours il y a de la destruction d'emplois, c'est quand même tout à fait normal qu'on soit heurté par ça, non? Oui, mais je ne pense pas qu'il faille se situer au niveau de la moralité. On ne peut pas demander à une banque d'affaires de ne pas inventer des produits créatifs. C'est plutôt aux politiques de réagir. Alors évidemment, il y a le deuxième niveau où elle spécule ensuite, peut-être avec des informations connues. Forcément, oui. Voilà. Et là, on franchit l'étape. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette espèce de paranoïa un peu européenne, c'est pas du tout perçu comme ça aux États-Unis. Aux États-Unis, à la limite, l'homme de la rue se moque éperdument que Goldman Sachs ait spéculé contre la Grèce. Oui. Eux, ce qui les embête, dans d'autres pays, ça se termine par des révolutions, parfois des banquiers qui se mettent une balle dans la tête. Ce sont les bonus. Ce qui les embête, c'est que on a mis beaucoup d'argent public pour sauver les banques, et celles-ci continuent leur pratique. Et Obama, en dépit de ses engagements, ne parvient pas à réformer. Pourquoi il ne parvient pas à réformer? Parce que ces gens-là ont accès à la présidence, et surtout parce qu'ils déversent des sommes considérables. Alors, on va revenir sur la situation du président américain. François Langlais, il y a deux choses. Sur la tension qui fait l'objet de cette émission, finalement. Oui, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que Goldman Sachs et la plupart des banques d'investissement, mais spécialement Goldman Sachs, sont à l'origine de toutes les bulles spéculatives du siècle. C'est vrai sur la Grèce, on en a longuement parlé, c'était vrai sur Internet il y a une quinzaine d'années, où c'est Goldman Sachs qui a favorisé les introductions des startups à des prix complètement déments, avec d'ailleurs des délits d'initiés, puisqu'on vendait les titres aux amis, aux clients de Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui a en partie contribué à faire la bulle de l'immobilier, de la titrisation. Les fameuses subprimes ont été inventées notamment chez Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui, dans les années 30, ou les années 20 plutôt, a créé la bulle des investment funds qui ont déclenché le krach. C'est-à-dire que ce sont des financiers extrêmement talentueux
et qui évidemment utilise les failles de la législation, parce qu'au fond, ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'il n'y a rien d'illégal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, madame a tout à fait Dans raison. tout ce qu'on décrit depuis le début de cette émission, il n'y a rien eu d'illégal. D'accord. Si ce n'est des conflits d'intérêts quand même, Oui, oui. hein, et qui pourront faire l'objet de poursuites, parce que ça a été le cas sur Internet quelques années après, et les banques d'affaires ont dû payer. Mais le deuxième phénomène qui est très important, c'est qu'il y a un réseau des banques d'affaires. C'est-à-dire justement parce qu'ils recrutent les financiers qui sont les meilleurs, c'est aussi les gens qui sont en piste pour occuper des postes à responsabilité dans l'administration, notamment américaine. Aux États-Unis, le dernier secrétaire d'État du Trésor, M. Henry Paulson, ex-patron de Goldman Sachs, son adjoint qui a usiné le plan de sauvetage à l'industrie financière américaine, le fameux STARP, 700 milliards de dollars, M. Kashkari, un ancien de Goldman Sachs, le secrétaire d'État au Trésor de Bill Clinton, Bob Rubin, un ancien de Goldman Sachs, le patron de la Banque d'Italie, un ancien de Goldman Sachs, et tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'administration, qui gagnent évidemment beaucoup moins que ce qu'ils gagneraient chez Goldman Sachs, se disent un jour ou l'autre. Bientôt vous allez me dire que Trichet était chez Goldman Sachs. Non, pour le coup, tant mieux. C'est un des seuls. L'un des successeurs possibles de Monsieur Trichet, qui est Monsieur Mario Draghi, est un ancien de Goldman Sachs. Si vous voulez, et les deuxièmes rangs sont aussi Goldman Sachs est aussi le deuxième contributeur à la campagne électorale de Monsieur Obama. Je vous promets que c'est pas drôle. J'en souris parce que l'accumulation, mais que ça heurte beaucoup de personnes, que voilà, et moi, ça me semble normal. J'essaie de le dire sans démagogie ou sans hypocrisie particulière.